Couronné empereur 3 fois durant sa vie, il servit les désirs de l'impérialisme japonais durant la Seconde Guerre mondiale pour enfin finir prisonnier de Staline puis de Mao. Salut à tous et aujourd'hui je vous propose de découvrir l'incroyable destin du dernier empereur chinois, Puyi. Mais avant de commencer la vidéo, je tenais quand même à m'excuser pour ces 10 mois d'absence. En effet, avec l'arrivée du bac, j'ai préféré prendre quelques distances avec YouTube et après, j'ai eu un petit peu de mal à m'y remettre. Je sortirai d'ailleurs une vidéo pour expliquer tout ça un petit peu plus en détail d'ici quelques semaines. Et sur ce, je ne vous fais pas plus attendre et bonne vidéo à tous. L'histoire du dernier empereur commence le 7 février 1906, jour de la naissance de Puyi. L'enfant n'aura pas le temps de grandir et très vite il sera mêlé à la politique. D'ailleurs, c'est sa tante, la célèbre impératrice douanière Cixi, qui va le nommer héritier du trône le 13 novembre 1908. L'attente avant d'être couronné ne sera pas longue car une quinzaine de jours plus tard, il devient officiellement empereur de Chine avec son père assurant la régence. Cependant, Puyi hérite d'un pays fragilisé par les Européens depuis les deux guerres de l'opium, ainsi qu'une guerre contre la France et d'une autre contre le Japon. Et d'un autre côté, le pays est aussi en proie à de nombreuses révoltes et mouvements populaires qui déstabilisent le pouvoir de la dynastie Qin à laquelle appartient Puyi. Le général Yuan Shikai va donc être nommé afin de mater les révoltes. Cependant, il va se servir de l'occasion pour se retourner contre l'empereur et il va le forcer à abdiquer le 12 février 1912. Cela mettra donc fin au pouvoir de la dynastie Qin qui régnait sur le pays depuis 1644 et par la même occasion à ce que certains appellent la période féodale chinoise. Pendant que la toute nouvelle République de Chine s'installe, Puyi peut conserver son titre bien qu'il soit dénué de tout pouvoir. Il peut également continuer à vivre dans la cité interdite même si dans les faits il y est obligé, ce qui fait de lui une sorte de prisonnier. Puyi va devoir attendre jusqu'en 1917 afin de redevenir empereur. En effet, suite à un désaccord au sein du gouvernement, un général proche de la dynastie Qin va ramener 5000 hommes à Pékin pour rétablir le jeune enfant sur le trône. Cependant, seulement 12 jours après sa seconde intronisation, Puyi va être poussé à abdiquer par l'ex-premier ministre. Après ce second passage sur le trône, il va retrouver son ancienne place au sein de la cité interdite. Quelques années vont passer et en 1924, Puyi va découvrir brutalement le monde extérieur car il va se voir expulsé de la cité interdite suite à une sorte de coup d'état. Dès 1925, il se tournera vers le Japon et il y commencera une vie mondaine jusqu'en 1932. Sauf qu'en 1931, le Japon attaque la Chine et conquiert la Mandchourie. Le Kuomintang, le parti qui contrôle la République de Chine et donc par extension une partie du territoire, va protester auprès de la Société des Nations. Sauf que cela ne servira pas à grand chose si ce n'est faire partir le Japon de cette même organisation. Le Kuomintang finira d'ailleurs par signer un cessez-le-feu avec les Japonais en 1931, soit la même année que l'invasion. Un cessez-le-feu qui peut paraître rapide mais qui est compréhensible quand l'on regarde la composition du territoire chinois et de l'état de la République. En effet, cette dernière reste instable avec des seigneurs de guerre indépendants qui restent encore présents sur cet énorme territoire ainsi qu'un parti communiste grandissant. Ne pouvant se battre sur tous les fronts, le Kuomintang choisira donc la voie du cessez-le-feu. Sauf que cette invasion va donner une image agressive du Japon, chose que le pays veut essayer d'éviter. Il va donc nommer Puyi empereur de l'état fantoche du Manchukuo, ce qui pour le Japon permet de légitimer le nouvel état. En effet, la manœuvre politique est loin d'être stupide car la dynastie Qin est justement originaire de cette région et possédait encore quelques soutiens localement. Et donc, même si pour l'empire du soleil levant, cela ne lui enlève pas son image agressive sur le plan international, cela légitime un minimum le nouvel état sur le plan régional. 4 ans après son couronnement, Puyi va encore resserrer ses liens avec le Japon avec le mariage entre son frère et la princesse Hirosaga, parente de l'empereur japonais. Mais à la fin, l'histoire ne lui donnera pas raison car la défaite japonaise le fera abdiquer. Et c'est ainsi que Puyi abdiqua pour la 3e fois le 17 août 1945. Il essayera de s'envoler pour le Japon mais il fut trahi et livré aux Russes. A partir de ce moment, Puyi passera une bonne partie de son temps captif. D'abord retenu comme prisonnier de guerre par Staline, il sera ensuite livré en 1950 à la Chine devenue communiste. Il lui faudra endurer les camps de rééducation avant d'être libéré en 1959. Après sa libération, Puyi va redevenir un Chinois comme les autres, il va trouver un emploi au jardin botanique de Pékin et il va se remarier. Par la suite, il va écrire une autobiographie puis va devenir bibliothécaire. Au final, il finira par décéder en 1967 à la suite d'un cancer. Ses cendres seront transférées en 1995 dans le caveau familial de la dynastie Qin. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez aimé, surtout que ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à laisser un petit j'aime, normalement je sortirai une vidéo d'ici 2 semaines, et donc à très bientôt.